Un nouvel actionnaire, nouvelle ambition. EM Capital est un actionnaire qui s'inscrit dans la durée. Donc ça, c'est pour nous, c'est hyper important. Afin que Bonasabla puisse avoir les opportunités de développement qui s'offriront à Bonasabla. Bonjour Monsieur Gransaigne, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît, pour commencer cette entrevue? Bonjour Frédéric, merci et bienvenue chez Bonasabla. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Dominique Gransaigne, directeur commercial Bonasabla depuis un peu plus d'1 an, et une longue expérience dans l'univers du bâtiment et complétée maintenant par l'univers du TP. Depuis 2 ans, Bonasabla a rejoint EIM Capital. Je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé pour Bonasabla, qu'est-ce que ça lui donne de nouveau? Un nouvel actionnaire, nouvelle ambition. EIM Capital est un actionnaire qui s'inscrit dans la durée. Donc ça, c'est pour nous, c'est hyper important. Afin que Bonasabla puisse avoir les opportunités de développement qui s'offriront à Bonasabla. On est une entreprise plus que centenaire. Et maintenant, on a la possibilité, avec EIM Capital, de se moderniser, de se développer, d'innover. Et tout ça dans le cadre d'une stratégie claire et partagée avec l'actionnaire. Bien évidemment, comme tout actionnaire, EIM Capital surveille les performances de l'entreprise, les opportunités qui pourraient s'offrir à nous de façon agile et efficace. D'accord. Juste, EIM Capital, c'est un fonds français, international? C'est un fonds français, oui. D'accord, donc Bonasabla est redevenue franco-française? Bonasabla est franco-français. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Quelles sont les nouvelles orientations stratégiques entamées par Bonasabla depuis ce changement d'actionnariat, pardon? Alors, l'ambition première de Bonasabla est de devenir un des acteurs incontournables de la préfabrication. Pour nous, la préfabrication est quelque chose de très important en France. Le zéro déchet, ça c'est des choses qui nous importent. Et ce qu'on veut, c'est répondre aux attentes de nos clients, de leurs besoins, ça sur la France et les pays frontaliers. Le terme agile et efficace revient beaucoup dans votre communication. Quel est un peu le message que Bonasabla souhaite faire passer à travers ces 2 mots? Effectivement, pour nous, ces 2 mots, c'est très important parce que c'est quelque chose que nous pensons indispensable si nous voulons être au rendez-vous comme partenaire fiable pour nos clients. Nous devons être agiles et efficaces pour répondre à des solutions dans un champ de contraintes si nous souhaitons être la référence incontournable sur nos segments de marché. L'agilité permet de s'adapter aux nouvelles situations en permanence auprès de nos clients, mais aussi dans nos usines. Et l'efficacité assure à nos clients de ne pas perdre leur temps et donc d'être performants. Est-ce que vous pourriez nous rappeler à présent que représente Bonasabla sur le marché français? Enfin, qui vous êtes un petit peu, le nombre d'usines, le nombre de salariés? Alors Bonasabla déjà c'est une entreprise plus que centenaire, qui est un acteur référent sur le marché du béton préfabriqué. On a un chiffre d'affaires avoisinant les 100 millions d'euros, un peu plus de 10 usines en France et un peu moins de 600 salariés à ce jour. D'accord. Et donc Bonasabla, historiquement, c'est le tuyau en béton. Est-ce que ça reste encore l'image de Bonasabla ou vous souhaitez que cette image évolue? Alors plus que le tuyau en béton, je dirais l'image c'est l'eau. En fait, nous, on se focus sur 5 segments de marché. 4 qui sont l'eau, l'énergie, la mobilité, leur site, et un 5e qui est un petit peu différent, qui est le funéraire, où nous sommes aussi leaders sur ce marché. Donc quand on parle de tuyaux, effectivement on est dans l'eau, mais ce n'est plus le principal, le produit phare, je dirais, à ce jour au niveau de l'eau. Donc on a développé de nouveaux produits comme le module ovale, les aquacadres, qui sont des choses qui sont sur le marché de l'eau. C'est notre plus gros marché à l'heure actuelle. Et on voit bien que de nos jours, on a des contraintes au niveau de l'eau, soit on en a trop, soit on n'en a pas assez. Donc il faut répondre à ces besoins que l'on a. On a encore vécu avec cet hiver très pluvieux. Un peu trop d'eau dans certains endroits et pas assez dans d'autres. Voilà. Donc en fait, il faut réguler tout ça et il y a un très grand besoin. Les ouvrages anciens n'étaient pas forcément dimensionnés avec la pluviométrie que l'on a. Et puis quand il n'y a pas assez d'eau, il faut pouvoir la conserver.
Donc voilà, donc ça c'est pour nous notre premier marché et c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut continuer à se développer sur le marché de l'eau. Donc effectivement il y a le tuyau, mais il y a le regard, il y a tout ce qui va tout autour. Est-ce que vous pouvez juste me redétailler précisément finalement quels sont les métiers de Bonasabla aujourd'hui? Donc vous avez dit le funéraire qui est un petit peu à part, mais les 4 autres métiers et un petit peu qu'est-ce que ça sous-entend? Alors effectivement, l'idée c'est d'aller sur des marchés en croissance. Hein. Et donc les 4 marchés phares que l'on a ciblés, où on met toute notre énergie et où on va développer aussi des nouveaux produits, des nouvelles solutions, parce que ce qu'on veut apporter c'est aussi de l'intelligence à nos produits. C'est donc le marché de l'eau, comme on a parlé, le marché de l'énergie, le marché des mobilités, et enfin le marché du hors-site, puisque comme je le disais tout à l'heure, la préfabrication en usine est ce qu'il y a de mieux au niveau de la construction en termes d'économie circulaire. Il y a moins de déchets, ça produit moins de carbone. Donc le hors-site, c'est quelque chose qui est amené à se développer énormément. On a des marchés actuels sur ça et on a pas mal d'opportunités à venir. Voilà, donc c'est vraiment les 4 marchés prioritaires. Juste par rapport au hors-site, pour préciser, je dirais, on peut considérer que la préfabrication est par définition du hors-site. Donc la définition peut être extrêmement large. Quand vous parlez de hors-site, vous pensez à quel type de produit précisément? Est-ce que vous pensez à des modules de bâtiments prêts à poser ou est-ce que c'est autre chose? Effectivement, c'est des modules prêts à poser. On a des marchés à l'heure actuelle dont je ne peux pas parler parce que c'est confidentiel, mais effectivement, c'est exactement ça. C'est quelque part des modules 3D qui vont arriver sur site complètement finis, que nous, on travaille en usine. Donc il n'y a plus besoin de maçonner sur le... Mais est-ce que ce sont des fragments de bâtiments ou est-ce que ce sont par exemple des locaux techniques, des toilettes pour autoroute ou on va dire des arrêts de bus? Mais en fait, il y a tout. On peut avoir effectivement... Après, c'était juste une problématique de pouvoir transporter. Et en fait, effectivement, on crée des modules où on peut mettre d'autres choses qui sont préfabriquées à l'intérieur. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est qu'en fait, après, sur site, c'est plus qu'un Lego. Vous assemblez différents modules. Et c'est quelque chose qui tend à se développer. On sait qu'en France, il y a un besoin de construction assez important. Il y a des délais qui sont souvent très longs. Et le hors-site est quelque chose qui peut permettre effectivement d'accélérer les délais, et notamment dans la mise en œuvre. Et sur cette partie hors-site, jusqu'à où vous allez? Est-ce que vous livrez quelque chose équipé de fenêtres, de portes, les interrupteurs, le papier peint qui est posé? Ou est-ce que ça reste quelque chose de brut sur lequel il y a quand même une partie de seconde œuvre qui va quand même se rajouter derrière une fois posé sur site? Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que quand on parlait de valeur ajoutée, c'est exactement ça. À l'heure actuelle, livrer un produit béton brut, c'est une chose. Livrer un produit béton, qui sera toujours notre base, équipé d'autres choses, on est en réflexion sur ça. On le fait déjà sur la partie CCV avec des armoires qu'on équipe complètement au niveau électrique. Je précise CCV, composite ciment vert. C'est ça, c'est une autre technologie où là on va livrer l'armoire complètement pré-câblée et le client c'est juste du plug and play. Donc ça, on sait déjà faire, et effectivement, là, on amène de la valeur ajoutée au béton, qui sera toujours notre base, mais comment on rend, je dirais, quelque part le béton plus intelligent, et on offre plus à nos clients. D'accord. Et les autres marchés, vous m'avez cité, l'énergie, c'est quel type de produit, pareil? Alors, l'énergie, là, on a beaucoup sur le CCV, et après, on a tout ce qui est transport de l'énergie, et la transformation de l'énergie. Donc là, il y a un marché c'est un des marchés les plus importants et les plus en croissance, sur lequel on est en train de regarder quelles sont les possibilités pour nous, quels sont les nouveaux produits qu'on peut apporter et quelles sont les solutions globales qu'on peut apporter à nos clients. Je vous dis, quelque part, dans quelques années, nos produits ne seront plus forcément que du béton. Et je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, je suppose. Non, parce que en fait, c'est des marchés, pour l'instant, on est en négociation, prescription, je dirais, avec des ambitions. Donc voilà, mais
peux vous dire, donc c'est le transport et la transformation de l'énergie, tout ce qui est lié à ça. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on n'était pas assez présent. On est présent sur la partie CCV avec des compteurs EDF, ce qu'on appelle des SARCO, des choses comme ça. Voilà. Donc nous, de toute façon, vraiment l'idée, on parlait des tuyaux tout à l'heure, les tuyaux, c'est un marché qui quelque part depuis quelques années est en baisse. On veut vraiment aller sur des marchés en croissance parce que si on veut que Bonasabla, je disais, était plus que centenaire, devienne bicentenaire, à un moment donné, il faut se réinventer. Et donc le dernier marché est celui des mobilités. Pareil, qu'est-ce qui se cache pour vous derrière ce terme de mobilité? En mobilité, déjà, c'est un marché sur lequel on est présent depuis des années avec une marque qui est ABM, dans le milieu du ferroviaire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on poursuit. Et puis, on voit bien qu'il y a pas mal de projets au niveau ferroviaire en France, aussi bien au niveau des lignes de métro, de tramway, du TGV. Donc ça, c'est quelque chose important. Et on voit bien que les mobilités changent, et notamment avec le passage à l'électrique. Donc il faut équiper le territoire. Et donc il y a pas mal d'opportunités qui se présentent par rapport à ça. Donc l'idée, c'est effectivement, et là on devrait annoncer prochainement de nouveaux produits que l'on ne faisait pas pour aller sur ce marché, pour répondre à la demande et aux besoins des entreprises, des individus. Parce que, par exemple, les bornes électriques, il n'y en a pas assez en France. Quand on appelle les bornes électriques, c'est les bornes de rechargement pour véhicules électriques. Tout à fait. D'accord. Voilà. Effectivement, c'est exactement ça. Mais en fait, pour les poser, il faut des infrastructures. Voilà. Et donc on est en train de réfléchir à des solutions nouvelles, parce que l'idée c'est pas forcément de faire toujours comme les autres, parce que c'est d'apporter quelque chose de plus au marché par rapport à ce qui existe déjà. D'accord. Et le côté, on va dire, aménagement d'espaces publics et urbains, donc ce qu'on va appeler des bancs, des bordures de trottoirs, des dalles de salle, etc. Est-ce aussi des produits que vous continuez à proposer, ou vous avez pris un peu de recul par rapport à ce marché-là? Alors, c'est plus que du recul, puisqu'on n'est plus du tout sur ce marché. On a juste un partenariat avec Vertuo qui fait de l'aménagement urbain, et notamment pour retenir l'eau. C'est des espèces de bacs de rétention d'eau qui font en même temps office de bacs pour plantes vertes. Tout à fait, voilà. Donc là on a un partenariat, et alors pour nous on est effectivement sur l'eau encore, parce que c'est pour ça qu'on est aussi avec ce partenariat avec Vertuo. Par contre effectivement l'aménagement urbain, depuis quelques années on a arrêté, et c'est pas notre cible à l'heure actuelle. D'accord, donc pas de retour nécessairement de Bonasabla sur ce marché spécifique, non, sur lequel il y a déjà un choix assez important sur le marché français. Il y a des concurrents qui sont là, qui font très bien leur travail. Et nous, effectivement, on a choisi ces 4 marchés. Et donc le dernier qui est un petit peu à part, qui est le funéraire, qui n'est pas, je dirais, un marché très classique, mais qui est aussi en préfab béton, qui permet de préfabriquer tous les caveaux. Et là aussi, c'est pas fait sur site. Voilà. Et effectivement, non, l'aménagement urbain ne fait pas partie de nos cibles. Vous avez parlé rapidement de la marque ABM. Est-ce que vous avez d'autres marques en interne chez vous, ou ABM est la seule marque qui est un peu différente de Bonasabla, bon, en dehors du partenariat avec Vertuo? Alors historiquement, en fait, en termes de marque, effectivement, il y a ABM pour le ferroviaire, il y a Dunex pour la partie eau, tout ce qui est séparateur, et on a la marque en CCV, c'est MPB, qui est notre filiale, donc c'est une marque connue et reconnue au niveau du CCV, puisque MPB est une filiale à 100% de Bonasabla. Donc voilà les 3 marques qu'on peut retrouver dans le groupe Bonasabla aujourd'hui. D'accord. Et dans les CCTP, les choses comme ça, l'historique, parce qu'en fait, on sait bien que dans le milieu du bâtiment et des TP, c'est l'histoire. Et donc, bien souvent, les gens nous connaissent plus sous ABM que Bonasabla. D'accord. Ou Dunex, enfin voilà. D'accord. Et ça, c'est l'histoire. Quels sont les défis techniques, environnementaux et sociétaux auxquels aujourd'hui vous êtes confrontés en tant qu'industriel du béton? Là, c'est fait forcément comme tout le monde le carbone. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà depuis quelques années, Bonasabla, tous nos produits sont en CEM2, un ciment CEM2. Et depuis le début janvier, on est en capacité de faire 100% de notre production en CEM4. Toutes nos usines sont prêtes.
pour l'instant, le marché n'est pas encore prêt, parce que c'est effectivement le coût différent, mais donc, pour l'instant, c'est surtout ciblé sur les projets sur mesure, mais demain, si le marché le souhaite, si le client le souhaite, on peut toute notre production la basculer en CEM4. Donc on est très avancé là-dessus. Et après, tout ce qu'on peut faire en termes de traitement de l'eau au niveau des usines, au niveau tout ce qui est granulat, on utilise du granulat recyclé, tout ce qui est transport, on utilise de plus en plus le ferroutage, on utilise des partenaires, on a des sites pilotes en termes d'usines où 75% des transports sont en biocarburant. Là, c'est des partenariats avec avec des partenaires de transporteurs, parce que vous-même, vous n'avez pas de flotte de camions de transport, on est d'accord. Mais voilà, on a des partenariats. Vous avez un cahier des charges, on va dire, pour vos partenaires. Tout à fait. Et sur certaines, on a 2 usines pilotes comme ça, où 75% de nos transports sont en biocarburant. On est en train de regarder pour justement utiliser le parc de nos usines pour mettre du panneau photovoltaïque. On va aussi équiper nos sites à terme de bandes de recharge électrique, aussi bien pour nos collaborateurs que pour les visiteurs. Et est-ce que d'ailleurs, à ce niveau-là, pour rentrer dans ce petit détail-là, est-ce que vous avez une politique en interne de dire les collaborateurs qui ont besoin de véhicules, on va privilégier des véhicules hybrides ou électriques dans le choix de ce matériel-là? Alors, on vient justement de refaire ce qu'on appelle la carte policy, et effectivement, tous les véhicules seront en hybride. D'accord. C'est le choix qu'on a fait, sachant que les commerciaux, il y a quand même beaucoup de kilomètres en général. Donc, on n'a pas basculé à l'électrique, mais tous les nouveaux véhicules commandés à partir de 2025 seront en hybride. D'accord. Et pour revenir à la partie granulat, vous avez dit on utilisait une partie de granulat recyclé. Est-ce que ce sont des granulats recyclés? Est-ce que ce sont vos propres granulats que vous avez récupérés parce qu'il y a eu des loupés de bétonnage ou autre? Ou est-ce que finalement vous avez des partenariats pour évacuer vos bétons et racheter par ailleurs, récupérer par ailleurs d'autres granulats issus du recyclage, qu'il s'agisse de démolition ou autre? Alors le recyclage, c'est effectivement nos produits que l'on broie, mais ce n'est pas nous qui le faisons, et effectivement on récupère nos propres granulats qui ont été recyclés de la part de nos produits, on en achète aussi, on travaille aussi pour avoir moins de silice dans nos granulats. Enfin voilà, tout ça c'est des sujets sur lesquels on est très sensible, et je dirais on est prêt. On est prêt à avoir une industrie beaucoup moins décarbonée, ça fait partie vraiment de notre culture. Je vous dis, c'est déjà 100% de nos usines et de nos produits sont en CEM2 depuis plusieurs années. Donc Bonasabla n'a pas attendu et a toujours été historiquement sur des innovations, était un peu précurseur. Donc là, c'est quelque chose pour nous qui est dans l'ADN de Bonasabla en fait. D'accord. Et parce qu'on a parlé de béton, mais est-ce que le côté mixité des matériaux est quelque chose qui peut devenir une réalité chez Bonasabla? Bon, je suppose pour des tuyaux en béton pour transporter de l'eau, la mixité ça peut être un peu compliqué, mais par contre pour le côté hors site, mélange bois-béton, béton-acier, etc. Est-ce que là c'est des sujets pour vous? Alors on l'a déjà notamment, on a un regard qu'on appelle le CCV Plast, donc en CCV, qui est une coque composée de ciment vert. Non, la coque étant, je dirais vulgairement plastique, je n'ai pas le terme exact qui me revient, est remplie de CCV. Donc on a effectivement ce mélange des deux produits, ça fait partie, c'est un de nos produits phares et c'est un de nos runners à l'heure actuelle. D'accord. Et c'est des choses, effectivement, ça n'interdit pas, que l'on regarde, pour effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ne plus se limiter au béton seul. Le béton, c'est notre ADN, c'est notre base, mais derrière, on peut faire beaucoup d'autres choses, et effectivement une mixité de matériaux. Quels sont pour vous les besoins actuels du marché par rapport aux produits et par rapport à votre stratégie d'entreprise? On en revient à la même chose, le marché a besoin de valeur ajoutée sur les produits. On ne doit plus se contenter d'un produit simple, c'est vraiment deux solutions.
on voit qu'il y a des crises, des besoins, on parlait des besoins hydrauliques à l'heure actuelle, il faut qu'on sache y répondre. Et en fait, ce qu'on avait il y a 10, 15 ans, 20 ans, ce n'est plus ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, à un moment donné, quand on voit que l'année 2024 a été l'année la plus pluvieuse depuis des années, ben, on doit se réinventer. Et donc nos produits, nos solutions doivent aussi se réinventer. Donc on est là effectivement pour répondre à ces besoins et on est très attentif à ce qui se passe pour effectivement, on a, donc ça c'est nouveau avec la nouvelle organisation qui est en place, un département développement et innovation avec un directeur et une équipe qui est à la recherche de toutes ces opportunités. Et je dirais que Bonasabla aujourd'hui ne s'interdit à rien. C'est-à-dire qu'on vient nous proposer, présenter un projet, on va le regarder, on va l'étudier, on ne va pas dire non. Si on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Mais sinon, on va regarder quelles sont toutes les possibilités de le faire et surtout si c'est quelque chose qu'on peut reproduire dans le futur. Donc on a changé notre mindset par rapport à ça pour effectivement proposer des solutions différentes à nos clients. D'accord. Mais quand vous parlez de solutions différentes, est-ce que là on rentre dans le principe du sur-mesure ou est-ce que là vous allez plus loin en disant quelqu'un vient vous voir avec un projet sur un métier sur lequel vous êtes peu présent et vous dites finalement c'est pas mal, vous interdisez pas non plus de dire pourquoi pas créer une 5e division ou une 6e division? Non, alors ça, on n'est pas sur des nouvelles divisions, on veut vraiment déjà on a ces 4 marchés qui sont des marchés en croissance, hein, et on a déjà pas mal de travail sur ces marchés-là. On préfère que d'aller se diversifier en fait. Nous, c'est vraiment eau, énergie, mobilité hors site. Et tout ce qui concerne ça, on va le regarder. Effectivement, si demain il y a des opportunités, vous parliez d'aménagement intérieur, on ne va pas le faire parce qu'on ne veut pas se disperser. On veut vraiment se concentrer sur ces marchés-là. Et être effectivement reconnu comme un acteur incontournable sur ces marchés. C'est-à-dire que quand j'ai une problématique eau, eh ben, je pense à Bonasabla. J'ai une problématique sur l'énergie, je pense à Bonasabla. D'accord. Je veux des bancs, je ne pense pas forcément à Bonasabla. Voilà. On répondra gentiment aux clients qu'effectivement on ne fait pas et qu'il faut qu'ils s'adressent à d'autres personnes. Voilà, on ne peut pas tout faire de toute façon, il faut de la place pour tout le monde et nous c'est ce qu'on a choisi, de se concentrer sur ces marchés-là. Par contre, ça ne vous interdit pas d'être ouvert à des opportunités extérieures. Je pense par exemple à un rachat d'entreprise dans un métier sur lequel vous n'êtes pas et reprendre finalement une activité entre guillemets clé en main. Alors effectivement, ça c'est justement c'est le travail de notre actionnaire, hein, comme je le disais en préambule, de regarder toutes les opportunités. L'actionnaire ne s'interdit rien, parce que là c'est effectivement le travail de l'actionnaire et du président François Martin, de regarder effectivement ce qui se passe et c'est de voir s'il y a des opportunités qui peuvent venir en complément effectivement de ce qu'on sait faire à l'heure actuelle. C'est soit nous on le fait, on crée quelque chose, soit effectivement ça peut passer éventuellement par du rachat. Donc on peut avoir une bonne surprise. Là aussi, peut-être dans quelques mois, on se reverra et je vous annoncerai des nouvelles choses. Il y a quelques années de cela, Bonasabla était très présent dans le domaine des BFUB, donc béton de fibre à haute performance. Donc vous avez participé à diverses réalisations, dont le stade Jean-Bouin par exemple. Cette division finalement a arrêté son activité à un moment donné sur décision des précédents actionnaires. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à ce matériau? Est-ce que vous le regardez de nouveau peut-être avec un œil neuf? Alors c'est pas qu'on le regarde de nouveau, c'est qu'on travaille sur des projets. Donc on a des projets à l'heure actuelle à l'étude sur le BFUP. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces compétences, c'est toujours chez Bonasabla. Donc en fait, je ne dis pas juste il faut pousser le bouton mais pour le réactiver. En sommeil, on va dire ça comme ça. C'était en sommeil, après chacun a ses propres décisions. Là, on a effectivement des opportunités. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on vient de nous présenter des opportunités en BFUP, on ne dit pas non, on les regarde. Donc on est sur des marchés et si on obtient ces marchés, on refera du BFUP, parce qu'en fait ça commence par là. Ouais. Mais on a le savoir-faire au sein de la direction industrielle, au sein de la direction innovation et développement. Et effectivement, on regarde plusieurs projets à l'heure actuelle. Enfin, on ne sait pas qu'on regarde, on étudie plusieurs projets. Mais vous m'avez dit, si on vient nous voir, mais est-ce que ça veut dire aussi que quand vous regardez ces projets-là, est-ce que vous pouvez être aussi vous proactif en disant, il y a des projets et on va quand même toquer à la porte en disant, on sait faire?
Alors, effectivement, à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on vient de mettre en place cette équipe projet développement et innovation pour aller chercher ces projets. Parce que comme vous le dites, Bonasabla, ce savoir-faire est connu, reconnu, donc on est sollicité, mais l'idée c'est pas de se contenter de cette sollicitation, c'est bien évidemment d'être proactif, sachant que effectivement on voit que les clients savent que Bonasabla a ce savoir-faire, et donc quand on va les voir, on est crédible. Et ça, c'est des changements qu'on met en place, notamment au niveau de la nouvelle organisation commerciale, où effectivement, on ne s'interdit plus rien. D'accord. Voilà. Et alors, c'est un changement assez important par rapport à l'ancienne culture, mais qu'on est en train de mener, et les équipes sont très ouvertes à ça, parce que, en fait, quand vous dites à un client, oui, je vais voir un client, il me dit, j'ai un projet, est-ce que tu sais faire? Si je dis non, bon, si je dis oui, je vais le regarder, je vais l'étudier. Déjà, ça permet d'engager la confiance et pour nous de créer des nouvelles opportunités. Et en fait, on s'est fermé des portes certainement pendant quelques années en n'ayant pas cette vision de dire, pour l'instant, quand c'est sur nos quatre marchés, on regarde de toute façon si on peut faire. D'accord. Et donc, alors, bien évidemment, c'est des marchés qui peuvent prendre des fois 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Hein, c'est pas des choses dont on ne va pas voir l'impact aujourd'hui. Parce que des fois, on peut parler de projets de plusieurs millions d'euros. Donc, ils ne sortent pas du jour au lendemain. Mais voilà. Donc, on peut aujourd'hui parler d'un retour de Bonasabla sur le marché du BFUP. On peut parler d'un retour sur le marché du BFUP et on est un des seuls acteurs en France à effectivement avoir les 3 possibilités, le béton préfa classique, le CCV, le BFUP. D'accord. Vous avez parlé de votre cellule R&D aujourd'hui. Oui. Elle est basée où concrètement? Elle est basée, alors, comme on a beaucoup de sites en France, donc Xavier Drillon, le directeur développement et innovation, est basé à la Défense, mais la grosse partie des équipes sont basées à Saint-Barthélemy, à côté d'Angers, le pôle technique, et après nos chargés d'affaires projets sont un peu répartis en France. On a 5 chargés d'affaires projets à ce jour qui ne s'occupent que de ça, des business que l'on n'avait pas avant. Et pour revenir à la partie BFUP, il y a aussi la partie préfabrication en tant que telle. Je dirais, une unité BFUP ne se monte pas comme ça, il faut du matériel un peu spécifique. Est-ce que là, chez vous en interne, vous avez déjà identifié sur quel site potentiellement ça pourrait être regroupé, ou ça va dépendre finalement de quel marché, à quel marché vous réussirez à répondre, et de dire à ce moment-là, on va le situer à cet endroit-là, donc au plus près du marché qui viendra, et à ce moment-là, ça deviendra le site BFUP. Alors, effectivement, on a la chance d'avoir plusieurs usines en France, les compétences dans plusieurs usines, et effectivement, on regarde aussi en fonction quelle est l'usine la plus pertinente. Le matériel, ça peut se déplacer, et à un moment donné, il vaut mieux déplacer du matériel d'une usine sur l'autre, plutôt que, effectivement, de faire transporter tous les produits qui vont parcourir toute la France, par exemple. Sachant que on travaille aussi pour s'étendre sur les pays frontaliers. Donc on travaille déjà avec l'Angleterre, on travaille déjà avec le Luxembourg, on travaille un peu avec la Belgique, on travaille avec la Suisse. Sur tous les métiers, ou là vous parlez plus spécifiquement potentiellement du BFUP? Non, sur tous les métiers, mais ça peut être aussi du BFUP. On a des opportunités aussi en CCV, en façade, sur des marchés frontaliers. Enfin, voilà. En fait, tout ce qui est France et frontalier, ça nous intéresse. Et effectivement, on regarde quelle est l'usine la plus pertinente par rapport au lieu, et puis par rapport à la taille de la ferme, bien évidemment aussi. Ça, c'est des choses, on essaie de rapprocher au plus proche la production du site sur lequel on va livrer les produits. Et toujours côté BFUP, il y a plusieurs fournisseurs de matières premières. Est-ce que là, vous êtes ouvert à tous les acteurs fournisseurs, ou est-ce que vous avez aussi fait on va dire une présélection en disant on va préférer travailler avec tel produit plutôt qu'avec tel autre, plutôt qu'avec tel autre? Alors ça, joker, comme on dirait. Joker, c'est totalement ouvert pour l'instant. Oui, enfin
pour nous, c'est un retour. Hein. Donc, on étudie les projets, c'est en fonction des projets, effectivement. Et ces projets-là, on ne peut pas les faire sans des partenaires. Voilà, à ce stade de confidentialité, je ne peux pas forcément dévoiler tout. Mais, et puis, on a cette cellule développement et innovation qui s'occupe de ça. Voilà, la partie industrielle et aussi la partie achat, parce que forcément, il faut qualifier des fournisseurs, il faut travailler avec eux. Donc en fait, c'est le travail de toute une équipe sur un projet. Quand on est sur un projet, il n'y a pas forcément que le commerce. D'accord. Autre question sur les technologies nouvelles, l'impression 3D béton. Est-ce que c'est un sujet que vous regardez également, qui peut être finalement un formidable complément pour réaliser le côté service? On réalise des pièces sur mesure de forme très particulière. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Où en sont les choses à ce niveau-là pour vous, Bonasabla? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bonasabla est équipé, mais n'a jamais utilisé. Voilà. Donc là aussi, à aujourd'hui, c'est pas la priorité des priorités, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, mais c'est quelque chose qui est dans notre scope. Peut-être dans un temps 2, mais c'est des choses qu'on est en capacité de faire aussi. Je vous dis, sur toute cette nouvelle technologie, sur toutes les nouvelles possibilités, tous ces types de béton, quelque part, on est ouvert, on sait faire, on a des choses. Après, voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut se concentrer aussi sur le quotidien et ne pas voir que dans 2 ou 3 ans, parce qu'en fait, c'est des choses qui vont sortir dans plusieurs années. Mais qu'est-ce qui fait que finalement Bonasabla un jour a dit on s'équipe et finalement n'a pas transformé l'essai? Là, je dirais, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, moi je suis là depuis 1 an. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est le présent et le futur. Le passé, voilà. Laissons-le où il est. Non, mais il y a des décisions qui ont été prises à l'époque avec les éléments qu'ils avaient, donc on n'est pas là pour regarder le passé et critiquer quoi que ce soit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui avec nos collaborateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus fort demain. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Effectivement, on a la chance d'avoir ce savoir-faire et qui est là depuis plus de 100 ans. Donc c'est une force que l'on a et qu'on veut utiliser pour effectivement devenir cet acteur incontournable du béton préfabriqué en France. D'accord. Et dans ce cas-là, par rapport à ce développement, et pour finir cet échange, donc aujourd'hui 10 usines, donc les choses ont été un peu rationalisées également. Un peu plus de 10 usines. Un peu plus de 10 usines. Aujourd'hui, je dirais, est-ce que votre infrastructure d'usine est suffisante pour vous, ou est-ce qu'il y aurait peut-être un besoin de développer quelques usines complémentaires pour avoir une excellente couverture nationale, voire au-delà des frontières? Non, dans ce qu'on appelle le footprint, donc au niveau de l'empreinte industrielle, on a largement de quoi répondre à nos ambitions. Merci beaucoup, Monsieur Gransaigne, pour cet échange. Merci Frédéric, au plaisir. Plaisir.